Bonjour Pascal, bonjour Séverine, ravie de vous accueillir. Bonjour Estelle, bonjour tout le monde. Bonjour Estelle. Bonjour à tous, vous qui nous rejoignez en direct ou en replay. Eh bien aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine Hoang, tout droit arrivée de Nouvelle-Calédonie où elle réside, et puis Pascal Boucher, que vous avez peut-être déjà rencontré lors de nos précédents événements. Et nous allons aborder aujourd'hui le chamanisme, réveiller la médecine universelle en soi. Alors avec Pascal qui est alchimiste, mais qui a découvert aussi le chamanisme parce que tu t'es formé au Pérou. Bien avant, je crois, hein, tu me corrigeras peut-être, avant de rencontrer Séverine, qui est chamane du Pacifique. Oui, oh là, bien avant, parce que j'ai dû rencontrer ce chaman en 2001. Oui. Donc principalement, on s'est rencontrés avec Séverine en 2023, voilà. Donc ça fait. Oui, ça donne en effet. Donc le chamanisme t'a quand même appelé, et puis quelque part cette rencontre s'est placée sur le chemin pour aller peut-être approfondir cette voie, puisque tu as passé 25 ans surtout à transmettre l'alchimie spirituelle en lien avec les différentes traditions ésotériques, que ce soit sous forme de livres, de stages, de vidéos. Et Séverine, donc tu es thérapeute holistique et tu es née à Vanuatu, il me semble, juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. Non, pas du tout. Je suis née à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ah, à Nouméa, d'accord. Oui. Et tu as vécu peut-être ton enfance à Vanuatu, si j'avais bien saisi. Tout à fait. J'ai passé quelques années au Vanuatu. Qui est l'archipel juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. Exactement. Et donc la médecine universelle, nous allons voir ce soir comment elle rejoint aussi le parcours initiatique alchimique, puisque... Oui, complètement. Voilà, donc il y a un lien en fait. Hein. Ce qui est intéressant à travers la rencontre aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir voir finalement le dénominateur commun. Peut-être qu'on parle d'une même chose, une voie d'éveil, mais à travers deux traditions différentes. Et surtout, comment on peut s'en servir aujourd'hui pour passer les initiations, s'éveiller et s'éveiller à notre vraie nature, surtout en lien avec la nature, puisque ça, on va surtout en parler, je pense, avec Séverine, qui est très, très en lien avec la nature depuis sa jeunesse. L'endroit où tu as grandi reste encore assez préservé et connecté aux esprits de la nature, à ses forces élémentales. Oui, tout à fait. C'est un archipel, celui du Vanuatu dans le Pacifique, qui reste très clos, je dirais, à toute forme d'intrusion mondiale, puisque c'est très très difficile de pouvoir se rendre sur ces îles qui sont très isolées, donc extrêmement préservées effectivement. Même s'il y a quand même certaines îles là où il y a la capitale qui s'appelle Efate au Vanuatu, qui est quand même assez touristique, mais les autres îles qui composent cet archipel sont très difficiles d'accès, et par avion et par bateau, donc extrêmement préservées effectivement. Du coup, les énergies sont préservées. Même la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. Hein. D'accord. Oui, de par l'éloignement dans l'océan Pacifique, et puis du coup, au niveau énergétique, ça doit en faire vraiment une particularité, on imagine. Oui. Et alors, au niveau de ton accompagnement, toi, tu accompagnes les personnes à s'éveiller, à retrouver leur lien avec leur essence, avec la nature, donc à travers des accompagnements en soins, que ce soit même corporels, énergétiques. Tu organises également des stages, et puis tu es également médium. Oui, j'ai pu construire un espace d'accueil, de soins et d'accompagnement à Nouméa, puisque c'est l'endroit où je reste le plus longtemps, afin d'accompagner, de proposer des espaces, de proposer des expériences aux Calédoniens et puis à tous ceux qui se trouvent sur l'île au même moment que moi. Donc ça fait plusieurs années déjà que je propose Au Cœur de Soi comme espace de développement, de rencontre, de guérison. Et puis, c'est aussi par ce biais-là que j'ai pu rencontrer Pascal lors de sa première venue en Nouvelle-Calédonie en 2023. Donc, ça a été une très belle alchimie qui s'est posée tout de suite à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis ensuite, par la suite, on a décidé un petit peu de suivre les appels et la guidance qui se faisaient sentir.
et de changer d'île, d'aller à Tahiti, de venir ici en France et de proposer, de continuer en fin de compte de dispenser, de partager des événements qu'on proposait déjà à Nouméa à l'époque. Tout à fait. Et c'est un mariage, une union, on va dire, de deux voies spirituelles qui sont très complémentaires et qui apportent beaucoup de choses justement dans l'expérimentation, dans l'expérience, dans ce que vous permettez de vivre aux gens. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un parcours de chaque côté. Un long parcours et une expérience déjà. Donc ça a été quelque chose qui nous a permis de travailler de temps en temps ensemble, qu'on est ensemble, et puis chacun aussi de notre côté. Séverine avec une culture, c'est pas de la culture, c'est quelque chose de naturel. Moi, c'est ça que j'aime bien avec, et c'est ça la notion d'incarner la médecine, c'est quelque chose de naturel. Voilà. Et chez Séverine, c'est très naturel. D'abord, ces dons sont naturels, n'ont pas été provoqués par un labeur, etc., etc. Ça, tu pourras en parler mieux que moi. Et puis aussi, après, une éducation, une tradition par rapport à la relation avec les esprits de la nature qu'elle a eue. Et ça, c'est ce côté naturel que je trouve très intéressant, vraiment, qui est parce que nous aussi en alchimie, donc j'ai étudié moi l'alchimie classique. Après avoir eu quand même un béguin pour le chamanisme à 17 ans, je me suis quand même lancé dans l'alchimie à 24 ans. Et puis après, j'ai découvert mais bien après, des études de classique de l'alchimie, quand j'ai rencontré un vrai chaman, un péruvien, j'ai fait le lien entre les deux. Et j'ai vu les liens qu'il y avait entre le chamanisme et l'alchimie. Et d'ailleurs, Séverine peut en parler parce qu'elle a étudié aussi l'alchimie, même si ça a été d'abord le chamanisme. C'est vraiment l'autre face de la pièce, c'est vraiment ça. Parce que vous avez tous les deux finalement expérimenté ces deux voies, mais vous avez plus développé l'une et l'autre, et là vous venez réunir tout ça, donc c'est super beau. Et d'ailleurs, le chamanisme t'a permis vraiment de développer tes soins énergétiques parce que tu es également magnétiseur. C'est-à-dire que tu ne transmets pas qu'une connaissance théorique, c'est vraiment quelque chose, c'est ton creuset, quoi, les soins finalement. Ah oui, parce que alors ce qui est intéressant, Séverine aussi est thérapeute, donc on est vraiment dans le domaine, parce que voilà, en alchimie il y a deux voies, une qui recherche la poudre de transmutation métallique, qui est connue dans la tradition populaire, mais une qui est tout aussi importante, qui est la recherche de la pierre philosophale, mais sous la forme de la médecine universelle, qui est donc applicable au règne humain. Et c'est cette voie que j'ai toujours suivie. Et les protocoles de cette voie sont très, très alignés avec ceux des chamans, même s'ils n'ont pas de tradition écrite comme nous. Et notamment, d'ailleurs, les alchimistes se surnommaient certains les philosophes de la nature. Nous considérons que tout est vivant et tout a un esprit, et que les métaux ont des esprits, et que les métaux sont vivants. On va travailler avec les esprits métalliques en alchimie. Et même plus loin encore, on va s'apercevoir que même les maladies ont des esprits. Donc, on va travailler sur l'esprit des maladies. Et là, vraiment, c'est le point de rencontre avec le chamanisme. Et donc, alors, évidemment, avec les outils occidentaux, l'esprit des maladies ici, ça va être des conflits psychiques, etc. Chez les chamans, ça va être des crocodiles, des machins, l'esprit du crocodile ou je sais pas quoi. Ça n'a aucune importance. Les chamans sont des guerriers qui vont défoncer l'esprit des maladies. Et on est des tueurs de maladies. Et en alchimie, on fait pareil. En alchimie, on travaille avec la dissolution. On va détruire l'esprit des maladies. Et le but, dans l'obtention de la médecine universelle, dans le règne humain, j'entends bien, parce que si la pierre philosophale doit être minérale et métallique dans le règne minéral-métallique, elle doit être humaine dans le règne humain. Donc, elle doit s'incarner en nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on retrouve la tradition chez les chamans des médecines man, l'homme médecine. Voilà. Est-ce que vous pouvez définir pour les personnes qui nous regardent qu'est-ce qu'un homme ou une femme médecine d'ailleurs? Je pense qu'il y a les deux. Oui, bien sûr, il y a les deux. Après, on a peut-être probablement, selon où on se trouve, en plus entendu homme médecine, mais ou femme médecine. Oui. Donc finalement, ce sont des teintures, mais qui nous permettent d'orienter ou de manifester
la médecine universelle ou la sagesse de la nature d'une manière plus yin ou plus yang, ou voilà. Les plantes peuvent être un support que le chaman va utiliser, par exemple, ou l'alchimiste d'ailleurs, dans la voie d'Espagérie, par exemple. Mais essentiellement, c'est d'abord lui la médecine. D'ailleurs, il y a un axiome qui nous dit chaque chaman son tambour. On confond souvent le tambour avec le chaman, c'est-à-dire les outils. Les plantes sont un support, mais le véritable médecine, c'est d'abord la personne qui l'intègre en lui-même. Ce qui fait que, résultat, on est bien embêté, parce que du coup, on est obligé d'incarner la médecine en nous-mêmes. Donc du coup, l'axiome qui veut donner la médecine doit boire la médecine. Donc on est en perpétuelle initiation à résoudre, nous aussi, les conflits qui se présentent à nous. Et c'est d'ailleurs très étonnant, je ne sais pas si toi, c'est vrai, tu vas pouvoir attester ça aussi, je crois que c'est arrivé, on en avait parlé, que quand on va avoir des patients, par exemple, sur qui on va avoir des conflits à résoudre, des fois, ces conflits se présentent avant à nous. Bien sûr. On est confronté à des conflits terribles, etc. On se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Je croyais avoir résolu ça, et on apprend plein, on va traverser ça. D'un coup, il y a une personne qui arrive avec le conflit. C'est ok, j'ai compris. C'est ça la médecine. C'est-à-dire que pour pouvoir le dissoudre chez l'autre, il faut l'avoir déjà dissous en soi, c'est un effet de résonance, quoi. Oui. Oui, tout à fait, mais il peut y avoir plusieurs strates, plusieurs lectures finalement. On pourrait avoir déjà, en tant que thérapeute ou dans notre parcours personnel, travaillé sur certaines blessures, sur certaines émotions, sur certaines mémoires transgénérationnelles, karmiques, etc. Et puis, au moment de nos soins, au moment de nos rencontres, y revenir ou être amené à y revenir encore et encore et encore pour continuer d'y poser beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de profondeur sur ces guérisons qui opèrent à la fois chez le thérapeute, à la fois chez le chaman, mais aussi chez le consultant ou la personne qui vient nous rencontrer. C'est pas limité, c'est pas en une seule fois on résout notre notre rapport à l'abandon ou à l'amour, etc., au deuil, à la maladie. Non, pas du tout. C'est des cycles et des périodes de croissance de l'âme, de l'éveil qui se fait sentir dans notre quotidien de thérapeute et d'accompagnant, de chaman, d'alchimiste. Oui, complètement. Un chaman va toujours accompagner le patient dans le chemin de sa guérison et doit traverser les mêmes zones que lui. C'est-à-dire, il doit traverser les mêmes conflits, les mêmes choses. Il doit revivre ça lui-même. Et accepter de faire mourir ce conflit lui-même, il doit le traverser avec le patient. Alors, ça ne veut pas dire que les chamans, thérapeutes ou médecine-man sont des bouddhas rayonnants et qui ne sont jamais malades et toujours en pleine forme. Ils ont résolu tous leurs conflits, ils peuvent dorénavant soigner, mais pas avant. Non. La médecine universelle, c'est quelque chose de vivant. Nous, on l'associe en alchimie avec la lumière du monde, celle qui a créé le monde. Cette lumière invisible qui luit dans les ténèbres du corps, à l'intérieur des métaux, nous disent les alchimistes. Et cette lumière a créé le monde. Et cette lumière, on le retrouve dans la tradition hermétique chrétienne, par exemple chez Saint Jean, qui nous dit c'est la lumière du monde, c'est le Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et il nous dit c'est la vie des hommes. Donc c'est quelque chose qui est vivant et qui s'incarne dans la matière. C'est pas des théories, vous voyez, avec le mental. C'est quelque chose qui s'incarne dans la chair, c'est pour ça. Et comme cette lumière au début est infinie, éternelle, on comprend bien que la médecine est aussi infinie, éternelle. Ça veut dire que les ténèbres, puisque la lumière est née des ténèbres, les conflits, eux aussi, sont infinis. C'est-à-dire que tu résous un conflit, tu en as un autre qui se présente. Tu résous un conflit, tu en as un autre. Et c'est ça qui la rend vivant. C'est-à-dire rien n'est acquis en disant ça y est, je suis un médecine man, j'ai réussi, je suis un Bouddha rayonnant, et papa, et patati, et voilà. Non. Là, chaque fois que tu as un patient, c'est comme si tu avais un nouveau cas, parce que c'est vivant, c'est la vie. Et la vie, elle est toujours en perpétuelle évolution, c'est une onde de vive. Et c'est cette onde vive qu'on appelle la médecine, la médicina. Voilà. Maintenant, on se parle. Tout à fait. Et ce qui est important, c'est que moi, j'ai vu dans mon entourage de nombreuses fois des personnes qui, dès qu'elles voyaient une faille ou quelque chose que le thérapeute travaillait, ça lui faisait perdre confiance parce que finalement, les personnes qui mettent tout leur pouvoir à l'extérieur ne permettent pas au thérapeute d'avoir la moindre faille. Mais tant qu'on est en chemin, tant qu'on est incarné, il y aura toujours des autres boucles à dissoudre, des autres aspects, des autres facettes de soi.
on n'est jamais arrivé nulle part tant qu'on est incarné sur Terre, on est en chemin. C'est ce que tu exprimais un petit peu. Il y a quand même ce chemin accompli qui fait qu'on a la possibilité d'aider les autres à s'éveiller ou à guérir, à retrouver une harmonie sur les différents plans. Mais pour autant, tout le monde est en chemin, là où il est, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, Séverine? Alors personnellement, Estelle, moi je trouve que c'est quand même quelque chose de très rassurant de percevoir chez le thérapeute par moment son humanité et ses failles et ses fragilités parce que ça lui montre réellement que cette personne est en contact avec sa nature incarnée, avec son karma, avec son énergie condensée et qu'elle n'est pas uniquement soit en reliance, soit en connexion, soit dans son espace peut-être divin ou supérieur. Je trouve pour ma part que peut-être pas la plupart du temps, bien évidemment, dans les séances, les accompagnements, les soins, les formations, mais que de temps en temps, il puisse apparaître d'une manière furtive ou au détour d'une conversation, d'un moment de partage, etc., d'apercevoir cet espace d'humanité dans le thérapeute ou dans le chaman est quand même quelque chose d'assez rassurant pour moi, de mon point de vue. Mais après, voilà. Oui, on a tous des conflits. Hein. C'est une illusion de s'imaginer qu'on est détaché de tous les conflits. Par contre, c'est de ne pas en être dupe. Hein, c'est ça la différence. Et puis, pour être honnête, on confond souvent en alchimie. Maintenant, je reviens avec la voie alchimique, par exemple, sur l'option alchimique. Les gens confondent l'or qu'on va obtenir par transmutation avec la pierre philosophale. Or, les vrais alchimistes recherchent la pierre philosophale. Et qu'est-ce que c'est que la pierre philosophale? C'est pas l'or, pas le métal parfait, abouti. C'est la pierre de transmutation qui transforme le mal en bien. Donc, en fait, c'est là qu'on reconnaît un thérapeute, quelqu'un qui transmute tout le temps. Par contre, le jour où il arrête de transmuter ou qu'il laisse là, par contre, ça va fermenter. Là commence le problème. Mais en fait, un véritable alchimiste, c'est quelqu'un, et un medicine man, je pense que c'est pareil, va être confronté à ces conflits, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est qu'il transmute tout le temps. C'est toujours en train de transmuter. Si par instant, par moment, hein, j'entends simplement, ces espaces-là ne peuvent pas être vus des patients, des élèves, des disciples. C'est toujours délicat alors ou difficile de pouvoir proposer ce contact avec le courage, ce contact avec la foi. Si les patients ou les consultants sont dans une idéologie, ils mettent sur un piédestal, ils projettent. C'est difficile pour eux après de pouvoir aller connecter ces espaces-là en eux. Alors que lorsqu'ils le vivent avec le thérapeute, avec lors de retraite, lors d'expériences, d'immersion, de formation, de stage, eh bien c'est beaucoup plus facile pour eux par l'imitation ou par l'affinité de rencontrer ces espaces de courage, ces espaces de foi, ces espaces de souffrance même. Par empathie, donc je pense que c'est quand même un aspect assez positif de percevoir ce genre d'espace-là chez le chaman ou chez le thérapeute. Voilà. Oui. C'est ce qui permet la transmutation en fait dans ce mouvement vivant, comme tu disais, Séverine. C'est important. Et parfois, lorsqu'il y a des retraites justement qui sont proposées à des groupes au sein de tribus, au sein d'environnements assez ancestraux, etc. Eh bien, on passe du temps justement avec ces chamans, avec ces hommes et ces femmes médecines de la tribu, du clan, de l'espace où on se trouve, dans des instants tout à fait ordinaires, autour d'un repas, d'une promenade, d'instants de contemplation. On n'est pas tout le temps dans des épreuves de plantes et ce qui fait qu'on se rend compte qu'ils sont comme nous, on est tous voilà, dans notre incarnation à faire du mieux qu'on peut avec les bagages qu'on a. Et l'idée, c'est de ne pas en faire fi, mais plutôt de les traverser avec courage et avec foi, et de voir ces chamans et ces hommes et ces femmes médecines qui se
dévouent, qui œuvrent, en n'étant pas tous égaux, avec pas du tout le même environnement, pas du tout la même langue, pas du tout les mêmes pouvoirs, pas du tout les mêmes tambours, eh bien ça unifie finalement, ça fraternise l'humanité, je dirais, peut-être, pourquoi pas. Eh ben oui, c'est la médecine universelle. Oui. Et ce que je veux ajouter par rapport à ce que dit Séverine, ce qui est très intéressant quand on parle d'accompagnement de personnes, etc., c'est que, soyons honnêtes, hein, on se leurre pas, on va pas guérir miraculeusement les gens comme ça. On les accompagne dans leur chemin de guérison. C'est tout à fait différent. Donc, c'est que la personne elle-même qui doit prendre en main sa guérison. Alors, que ce soit à travers même des soins de magnétisme, moi je veux leur faire traverser des zones comme ça, alors c'est pas toujours conscient, c'est énergétique, ou que ce soit à travers des stages, on fait participer les personnes à leur guérison. Et d'ailleurs, véritablement, moi je vais au Pérou, hein, quand j'étais là-bas, au départ, j'avais suivi un stage pour devenir chaman, toi. Alors genre, je vais avoir mon diplôme de chaman, je vais avoir à l'école, avec le tableau, voilà, les maladies, les esprits des maladies, comment prendre la potion, ceci. Et en fait, pas du tout. T'arrives, 15 jours, t'es là, alors ils te font vomir, ils te font... Déconstruction totale. Ils te font vider, ils te font pleurer ta mère. Tu sais, là, tu cries, tu pleures, tu vomis, tu machin. Et à la fin, ils disent ciao, casse-toi. Pas un mot, que dalle, hein, rien sur l'enseignement du chaman. Et tes facultés s'éveillent après, petit à petit. Oui. Et tu retournes en disant, bon, cette fois, je veux quand même prendre mon carnet de notes, je vais lui poser des questions. Et le mec, il te met dans un état, tu peux plus lui parler. Et à la fin, ciao, allez, casse-toi. Et tu rentres chez toi. Alors, c'est pas tout le temps comme ça. Alors. Les facultés arrivent. Non, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent comme ça. Hein, Ben justement, ça me permet de revenir vers Séverine, parce que j'aimerais que tu nous racontes comment tu es devenue chamane. C'est-à-dire, on pourrait imaginer, est-ce que c'est ta famille qui était chamane et ça se transmet dans la génération? Est-ce que c'est simplement culturel là où tu te trouvais, ou est-ce que c'est venu de manière complètement innée, et puis que du coup tu as été accompagnée par les personnes ressources, on va dire, là où tu étais? Comment oui, ça tout s'est à présenté? fait. Alors, je dirais que pour mon cas à moi, pour mon parcours à moi, c'est vraiment les circonstances de ma vie qui ont fait que j'ai pu toujours être préservée à ce niveau-là sur ma sensibilité, mon ouverture peut-être au monde, qui a tout de suite très jeune été repérée, on va dire, par justement des chamans et des hommes et des femmes médecines que j'ai pu croiser lors de mon passage au Vanuatu, et qui ont su préserver et nourrir ces espaces-là, chamaniques, ancestraux, de dons qui s'exprimaient dans ma petite enfance jusqu'à à peu près mon adolescence. Donc ça a duré un certain temps, et ce qui a permis de poser des fondations très solides pour le reste de mon parcours, et qui continue aujourd'hui de diffuser, de rayonner en moi, justement, et de déployer tous ces tambours, toutes ces teintures au travers de mon quotidien. Et oui, parce que ce que dit pas Séverine, c'est que là-bas, ils repèrent les enfants quand ils ont des dons. Et ils les prennent en charge. Hein, au lieu de leur dire, vous voyez des choses, vous êtes schizophrène, alors qu'ils sont médiums. Ils les prennent en charge et les forment de manière à gérer les visions, parce que c'est pas facile, tout le monde veut être médium, mais il faut supporter de voir les esprits. Là, on a beaucoup à apprendre de ces peuples-là en Europe occidentale. Oui. Ouais, parce qu'on ne sait pas aider les gens qu'on qualifie de malades mentaux, alors qu'ils ont des vraies ouvertures, mais qui ne sont pas accompagnés, quoi. Oui, c'est très rare que dans les espaces ancestraux traditionnels, il y ait ces notions et ces concepts de maladie mentale, etc. Pas du tout. C'est vraiment extrêmement rare, et même lorsque un occidental pourrait parler effectivement de schizophrénie, eh bien, eux, ne qualifient pas ça de cette manière-là, et comprend véritablement les missions ou les fonctions que cette personnalité ou que cette âme a accepté d'incarner dans la vie qui est la sienne, en tout cas. Il y a vraiment cette approche dans ces environnements-là qui reste très naturelle
et préserver du monde, une volonté de ne pas dénaturer l'âme qui est dans l'enfant et qui s'incarne au fur et à mesure des années et qui se déploie dans une personnalité, dans un mental, dans une intelligence. Il y a cet œil avisé dans le clan, dans le groupe, dans la tribu, qui va observer chaque enfant et connaître et sentir, pressentir quelle est l'affinité qu'il porte en lui. Et finalement, ils vont simplement encourager, nourrir cette prédisposition. Il ne va pas y avoir ce travail de non, on va te mettre sur quelque chose de plus global, de plus conventionnel. Toi, même si tu es doué pour le chant, les cultures, la nature, la médecine, la spagyrie, ben on va te mettre, tu vas être le guerrier ou tu vas être… Non, pas du tout. On est vraiment sur le respect des teintures et le fait d'encourager, d'aller dans le sens de la prédisposition de l'âme de l'enfant. Parce que ça se fait très jeune. C'est pas au moment du développement de l'ego ou bien après dans l'adolescence, etc. Pas du tout. C'est tout petit, même parfois dans le ventre des mamans, etc. On a la possibilité de sentir cette affinité d'âme. Et donc, on l'accueille et on la cultive. Et c'est pas non plus dans une volonté de forcer la personne à prendre ce chemin, c'est plutôt dans l'accueil et le respect de ses facultés, parce qu'ici, on les éteint le plus vite possible, alors que là d'où tu viens, on les cultive, en fait. On comprend que c'est un bienfait pour toute la communauté, finalement. Mais c'est même pas c'est même pas une histoire de projection ou de stratégie de développement de la tribu. C'est beaucoup plus naturel que ça, c'est beaucoup plus intuitif que ça. J'avoue que ce côté-là naturel est important. Et ce que j'admire beaucoup chez Séverine, c'est que c'est naturel, c'est pas provoqué, il n'y a pas des enjeux, il n'y a pas de la croyance qui est là. C'est quelque chose qui coule de source. Et je tiens à dire, c'est ça, nous, on est dans une société qui a beaucoup développé beaucoup de choses. Attention, je ne veux pas critiquer, mais par contre, qui, ne reconnaissant pas ses dons, ses qualités, pousse obligatoirement des enfants qui ne peuvent pas maîtriser un don, les pousse dans la pathologie. Et je pense que de toute façon, dans la tradition alchimique, là je reviens dans l'alchimie, on fait toujours la pierre philosophale à partir de la prima materia. Et cette prima materia, généralement, est exactement l'opposé de la pierre philosophale. La pierre philosophale, le don de Dieu, etc., merveilleux. La prima materia, c'est un horrible dragon, épouvantable, satanique. Alors, je ne parle pas des gentils dragons chinois, ni quoi que ce soit. Je parle vraiment des horribles dragons, le dragon rouge de l'Apocalypse, par exemple, etc. Satan, Saturne, Seth chez les Égyptiens. Bref, ce monstre horrible, c'est lui qui possède en son intérieur cette vive lumière avec laquelle on va élaborer la pierre philosophale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos ténèbres qu'on a en nous-mêmes, eh bien, contiennent les dons dont on a besoin. Par exemple, un vrai chaman va devoir affronter son gardien du seuil. Alors, eux, ils l'appellent le gardien du seuil, pas l'horrible dragon, ils l'appellent le gardien du seuil. Il va devoir affronter son gardien du seuil pour lui extirper tous ses pouvoirs de chaman. Et ça, on est vraiment dans l'alchimie. Pourquoi? Parce que la nature nous présente toujours dans cet ordre-là les dons comme une médaille, les pouvoirs de chaman, ce qu'on appelle les pouvoirs de chaman. Parce qu'on peut parler de chamanisme pendant des heures. Si vous n'avez pas de pouvoir, vous n'êtes pas un chaman. On peut faire des bisous aux arbres pendant 2 heures, danser autour du feu avec des plumes. Si vous n'avez pas de pouvoir, c'est pas un chaman, c'est la base. Et le pouvoir du chaman, au départ, la nature le présente comme une médaille. Un côté obscur, un côté lumineux. Et on doit toujours commencer par le côté obscur. Pourquoi? Parce que la lumière est née des ténèbres. Un enfant va devoir passer dans la nuit, à l'abri de la lumière, dans le ventre de sa mère pendant 9 mois avant de naître à la lumière. Un oisillon va passer dans la coquille de l'œuf. La graine va devoir rester dans la terre noire avant de germer à la lumière. Eh bien, on est pareil de nos dons. Et donc, tout ce que nous croyons être des maladies, des conflits, des défauts, des faiblesses, des handicaps, ne sont que des dons en devenir. Et c'est comme ça que le chaman va pouvoir, et c'est pour ça que je te dis, en fait, on nous fait travailler sur nous-mêmes, à dissoudre les conflits. Pourquoi? À chaque fois, on acquiert un pouvoir de plus, un pouvoir pour guérir les autres.
Et c'est là le problème qu'on voit dans le monde occulte, où les gens veulent les pouvoirs, le côté lumineux immédiatement. Je veux la médiumnité, je veux la clairvoyance, je veux le pouvoir de ceci, le pouvoir de cela, avant d'avoir affronté le côté obscur. Et après, on a des gens qui tombent dans les excès de pouvoir, qui deviennent des super-égaux, des magiciens noirs, qui font n'importe quoi. Ils se font bouffer par leur ego. C'est-à-dire que si l'intention n'est pas alignée, on va dire, la personne ne peut ne pas s'en rendre compte en plus, hein, puisque ça dépend de son niveau de conscience. Hein. Et bien, au fur et à mesure du chemin, de toute façon, elle est confrontée à ce dragon, un peu comme l'archange Michael, qui doit le transpercer ses écailles pour en faire émerger la lumière. C'est ce qu'on dit, dissoudre, c'est ouvrir. Et comme la lumière est emprisonnée dans les ténèbres, on va l'ouvrir pour pouvoir libérer cette lumière. Et ce travail ingrat est incontournable du grand œuvre alchimique. Pénible et ruineux. Et ça, c'est important. Je vais répondre à quelques questions, si vous êtes d'accord. Oui. Alors, en parlant de dons, justement, qui sont des facultés innées, hein, en dessous de toutes ces couches de conditionnement, quelle lecture donne Pascal ou Séverine, hein, au fait d'avoir un don, car pour moi, cela voudrait dire qu'il y a des personnes comme des élus et d'autres qui n'auraient pas ces opportunités, alors que nous sommes tous fils d'Adam qui a reçu la connaissance de toutes choses. Merci. Moi, j'inclus ça dans la réincarnation. Comprenez bien que les dons, comme je vous l'ai dit, c'est infini, cette lumière. Et donc, c'est pas en une seule existence qu'on va développer tous les dons de la lumière, le Verbe créateur. C'est impossible. On peut pas. Donc, on va l'expérimenter à travers de multiples vies. Donc, il est évident qu'il y a des dons qu'on a acquis parce qu'on a développé déjà, transmuté ces ténèbres dans une vie antérieure dans tel domaine, comme Mozart qui joue du piano à 4 ans, quoi. Voilà. Voilà, c'est juste ça. C'est pas une histoire d'élus, pas d'élus. Il n'y a pas des maudits et des gens élus. On est tous appelés à devenir la médecine universelle. Séverine, tu voulais ajouter quelque chose ? Je dirais que le fait de rentrer en reliance et en contact avec ces natures supérieures, de douance, peut-être même divines, etc., ces espaces en nous qui existent dans notre intériorité, nous demandent avant tout... plutôt que d'être dans une forme de hiérarchie ou de comparaison, de cultiver cette qualité de courage que l'on peut avoir, cette qualité d'amour. C'est plutôt de ça dont il est question. On est probablement peut-être pas tous égaux sur cette aptitude, sur cette reliance, sur cette connexion à l'amour de l'autre, à l'amour du monde, à l'amour universel, à l'amour de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que les dons ont leur pertinence, ont leur quintessence et ont le sens d'exister en nous. Ce sont des maîtres qui nous emmènent sur ces chemins-là et qui nous éduquent, qui nous construisent, qui nous incarnent pour peut-être espérer à notre âme le fait de changer un petit peu de règne aussi et de continuer sur cette évolution, sur cette transformation alchimique de l'être. Mais voilà, on peut évidemment tous considérer avoir ces dons, avoir ces facultés, avoir ces vies d'incarnation, ces sagesses, cette médecine qui a été acquise dans d'autres vies et qui s'éveille encore dans cette vie-ci, qui nous fait poser questions, qui nous interroge sur le sens de notre existence, qui nous emmène sur ce chemin d'éveil au fur et à mesure des cycles de croissance que l'on traverse dans notre existence, mais qui aura toujours intérêt à nous faire grandir dans l'amour, dans la lumière, dans l'acceptation de notre condition dans la matière, dense, incarnée d'homme, et de faire ce lien et ce pont entre le ciel et la terre. Je pense que c'est plutôt ça. J'ajouterais une petite chose, ce que tu dis, c'est ça. Je pense que on veut tous savoir les dons des autres, alors qu'on a tous des dons. D'abord, on a des défauts, donc on a déjà des dons en puissance, en devenir. Tu vois, on imagine que tous les chamans sont pareils. C'est faux.
Même en Amazonie, même dans la même région, dans le même coin, il n'y a pas un chaman qui travaille comme les autres. Alors, ils ont bien sûr des trucs un peu culturels, etc., des outils qui se ressemblent, mais il y a le chaman qui travaille avec l'eau, d'autres qui travaillent avec le feu, d'autres avec la foudre. Il y en a qui sont liés aux plantes, il y en a qui sont plutôt ceci, il y en a qui se transforment en jaguar, il y en a qui sont... Et il n'y en a pas un qui Pas la travaille voiture, hein, pareil. l'animal. Oui, même ou d'animal, ou de dons, etc. Ce qu'il y a, c'est que les dons, c'est chacun, on a notre teinture. Et ce qu'on va apprendre, nous, dans la voie de la médecine universelle, y compris dans la voie du chamanisme, c'est de connaître les dons que la nature a déposés en nous-mêmes. Et c'est ça le but. Et c'est pas d'être médium comme l'autre, parce qu'on peut avoir un ressenti différent. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein. Voilà. T'as tout dit. Je vous propose de poursuivre avec... Mais c'est important de l'avoir notifié parce que tant qu'on s'attache à une forme, c'est pourquoi tous les chamans ne sont pas pareils, c'est parce qu'il ne s'agit pas d'une formation, il s'agit d'incarner la lumière. Et comme on est des êtres, des âmes différentes, ben, on n'est pas venus tous l'appliquer de la même façon. Donc, mais bon, ça c'est le temps que l'ego il lâche prise. Alors, question pour Séverine. Séverine avait-elle dans sa famille ou ses aïeux des personnes qui déjà soignaient ou autres moyens de prendre soin des autres? Merci. Je dirais que il y avait des coupeurs de feu dans ma lignée de sang, lignée transgénérationnelle, et puis quelques médiums contrariés, je dirais. Voilà. Et puis ensuite, dans ma famille de chamans, qui est aussi une famille d'adoption, on était plutôt sur des fonctions de protection, de guérison, de transmission. Donc c'était de cet ordre-là dans les teintures qui m'entouraient à cette période-là de ma vie. Merci pour la précision. Alors Sylviane a eu un soin avec Pascal. Et Pascal, tu aurais vu qu'elle était ancienne chamane. Alors, elle est thérapeute énergéticienne et depuis quelques semaines, elle dit « j'ai des canalisations clairaudience, notamment avec des prénoms qu'elle entend ou des mots lors de ses soins. Est-il utile de le dire à la personne pour l'aider ?» Est-ce que tout doit se dire finalement ce qu'elle capte? Dis-le, vas-y. Et si tu sens que tu ne dois pas le dire, tu le sentiras. Hein, il faut éviter, alors, sauf si, bon, c'est le message, tu vas mourir demain, ou ton mari te trompe, évite. C'est pas drôle, bon. Voilà. Non, mais il peut y avoir des... S'il y a des messages qui viennent, c'est qu'il y a quand même une raison. Hein, pendant le soin, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et si je ne la comprends pas, tu peux en informer la personne. Mais je suis très fier que tu aies continué là, que tu aies repris la voie. C'est magnifique. Franchement, Sylviane, très bien. Voilà. Et voilà, chacun ses ressentis différents. Je me permets aussi de peut-être rajouter quelque chose. Ce qui peut être parfois délicat pour certains d'entre nous, c'est de trouver la forme de le dire. C'est de trouver la manière de transmettre le message, à la fois pour peut-être préserver certains espaces et en même temps permettre à ce que la guérison se pose ou au moins la prise de conscience ou le déclenchement d'un mouvement. Et en même temps de ne pas dénaturer le message que l'on reçoit, qui nous est donné. Donc on a deux challenges à relever lorsque l'on commence à rentrer dans cet univers de la clairaudience qui s'apprend. Ce sont des choses qui peuvent s'apprendre. Et parfois, justement, par la pratique, on parle du verbe thérapeutique. Et ce verbe thérapeutique, lorsque l'on est thérapeute et que l'on a certains acquis, une certaine expérience, on comprend comment allier le verbe de la médecine universelle dont on parle souvent avec Pascal et en même temps la sensibilité, puisque la personne qui souvent vient à notre rencontre, à notre contact, est en période de vulnérabilité. L'idée, ce n'est pas de rajouter du mal au mal inutilement, mais bien au contraire d'être extrêmement chirurgical dans notre médecine,
qui implique une manière de manier le verbe avec du soin, avec de l'application, avec de la vérité, avec du courage, et ça s'apprend. Au début, on peut faire des erreurs. Au début, ça peut être difficile pour nous et challengeant de se dire, mince, on prend des responsabilités qu'on ne voudrait pas, on prend le risque de heurter, on prend le risque de mal dire. Ça fait partie du processus pour avoir conscience un petit peu de ces responsabilités et des enjeux qui nous est donné lorsque l'on a de la clairaudience en tant que thérapeute. Mais ça s'apprend, ça s'apprivoise. Voilà, c'est ça le mot, ça s'apprivoise. Et avec son cœur, toujours avec son cœur, pas avec son mental, parce que le mental va dire oui, non, gna, gna, gna. C'est le mental qui blesse, mais le cœur ne peut pas blesser lui. Et lorsque vous vous adressez, lorsque vous diffusez cette guérison lors d'accompagnement, lors de soins, vous ne pouvez pas blesser votre patient si vous êtes dans cette énergie de cœur. C'est pour ça que tout votre enseignement au quotidien va tourner autour de votre courage, autour de votre aptitude à aimer, autour de votre rapport à l'amour, parce que c'est votre outil de prédilection et que lorsqu'il est travaillé d'une manière canonique, peut vraiment accueillir la médecine universelle sans la dénaturer et sans exploser au passage. C'est en mettant la main à la pâte qu'on apprend à connaître la pâte. Il n'y a que comme ça avec la médecine et l'alchimie. C'est dans la pratique. Dans la pratique, c'est l'intégration. N'oublions pas que c'est le verbe, c'est une lumière la lumière est un verbe qui se fait chair. Donc ça s'incarne dans la pratique. Il n'y a pas mentalement des protocoles comme ça. Voilà. Il faut juste ressentir, voir et pratiquer. C'est avec la pratique que ça viendra. Une dernière petite chose, le fait que cette personne était une ancienne chamane que j'ai vue, j'en ai de plus en plus dans les soins des anciens chamans. Et du coup, je sais maintenant, et je pense que Séverine pourra confirmer de son côté avec sa pratique, que le ciel, pour ce changement d'air, qui est une civilisation un peu malade, la fin de l'âge de fer, a envoyé un maximum d'âmes chamanes, de chamans qui sont incarnés dans des sociétés occidentales. Et je pense même que certains chamans de tribus ancestrales, etc., y compris du cœur de l'Amazonie, ont décidé de se réincarner en Occident, parce que c'est là où il y a la maladie, c'est là où les gens sont fous, et que plutôt que de vouloir défendre coûte que coûte leur forêt qui se rétrécit de plus en plus, ils vont aller travailler là où il y a le mal, c'est-à-dire une mentalité tarée d'occidentaux qui veulent tout détruire. Et donc, il y a des cohortes de chamans qui s'incarnent dans la civilisation occidentale. Alors, moi, je m'en réjouis, hein, je le vois beaucoup. Alors, évidemment, il y a toutes les résistances qui viennent avec, mais je m'en réjouis vraiment beaucoup. Voilà. Et Sylviane dit formidable, un grand merci à vous deux. Merci. Autre question, est-il utile de se protéger car certains médiums préconisent de se protéger d'esprits farceurs? Plutôt 2 fois qu'une, hein. Alors peut-être que c'est un petit jeu de mots qu'on pourrait se permettre avec Pascal, mais l'idée d'employer ce mot protection, c'est assez délicat et particulier. Bien sûr qu'il faut se protéger, bien sûr, mais surtout et avant tout, il faut apprendre à connaître son territoire et à le défendre en cas d'intrusion. Il ne s'agit pas nécessairement de toujours bâtir des murs infranchissables entre nous et le monde, entre nous et l'adversité, entre nous et la bactérie, le microbe, le virus, l'attaque, l'intrus, la toxicité, le conflit, etc. Mais plutôt de cultiver sa propre terre et d'en connaître ses limites. Et une fois que vous avez perçu votre territoire, de quelle manière il est construit, comment il s'agence, là, vous allez pouvoir, en cas d'intrusion, défendre votre territoire et poser vos limites, affirmer votre pouvoir intérieur. Mais cette protection, bien sûr qu'elle est intéressante et importante, mais en amont, il y a d'abord cette connaissance de ces espaces de vulnérabilité qui peuvent être attaqués, qui peuvent être approchés, qui peuvent être déstabilisés, d'abord. Je pense qu'avant toute chose, évidemment, hein, ce qui va faire la force du chaman, hein, c'est-à-dire le chamanisme, c'est le chemin du guerrier. Hein. C'est pas... voilà. C'est quand même d'avoir le courage, la force de traverser les choses. Néanmoins, on a besoin d'aide extérieure, ne serait-ce que le local dans lequel vous travaillez, parce que, en fait, ce qui est intéressant, et c'est pareil en alchimie, il y a toujours dans les actes, même si c'est de l'occulte ou de la magie, ou de l'énergétique, on va dire,
il y a toujours un socle physique. Donc, si on peut défendre son territoire physiquement, c'est-à-dire en consacrant sa pièce, en mettant des fois un saint, un ange à qui on sent affinité, attention, hein, ou un esprit. Si on est capable de défendre son territoire extérieur, ça montre au monde invisible qu'on défend son territoire intérieur. Voilà. Parce que quand on va se confronter avec des esprits des maladies, c'est des esprits parfois prédateurs, chagrins, et des fois on se retrouve dans une véritable jungle. Et donc, il faut être capable d'avoir comme une aura autour de soi, hein, et montrer qu'on est chez soi, marquer son territoire. Et ça, c'est important sur le plan physique. En fait, on parle de deux choses. Moi, j'ai bien aimé ce que tu utilisais comme terme, cultiver sa propre terre. Toi, tu disais finalement habiter ton espace. Et ça, quelque part, je pense que si on va avec une posture de penser devoir défendre son territoire, c'est qu'il y a des peurs. Ça, pour moi, ça rejoint la survie, alors que plus on habite notre espace, plus on est présent en esprit dans toutes ces dimensions, et plus la protection, elle est... Dans l'idéal, je suis d'accord avec toi dans l'idéal. Dans l'idéal. Néanmoins, quand tu fais un soin et que tu as par exemple de l'occulte, par exemple quelqu'un a été envoûté, qui a eu la magie noire, ou que la personne est habitée par un esprit. Alors, des fois, tu te retrouves, tu fais un soin de magnétisme, tu te retrouves dans une séance d'exorcisme. Et je peux te jurer, hein, tu vois, la personne qui se cambre, qui passe la tête qui tourne comme dans le film L'Exorcisme, tu sais, comme ça. Je te jure, je l'ai vu, hein. Même des fois, j'ai fait des soins, j'ai demandé, on était avec Séverine, elle est venue m'aider pour tenir la personne qu'elle ne tombe pas de la table. Ça l'a fait rire, en tout cas. Elle hurlait dans tous les sens. Donc là, crois-moi que tu as intérêt à être un petit peu émissif. Hein, dans le genre, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dépourvu d'aucune faille, de toute façon. L'esprit de la maladie va toujours essayer de se défendre et va même essayer d'attaquer le thérapeute. Ça, c'est sûr, parce que lui, il a une proie qui est là. Et si quelqu'un d'autre vient pour le chasser ou pour libérer sa proie de ses griffes, il va pas se laisser faire. C'est très étonnant, mais les esprits sont vivants, hein, et réagissent comme ça. Et donc, il y aura quand même des mesures de rétorsion. Moi, je t'avoue qu'au tout début, j'y allais naïvement comme ça. Je me retrouvais avec des rages de dents, des fièvres, des machins, mais de suite, hein, pendant le soin et après. Hein. Ça veut dire que tu étais quand même capable de le transmuter, parce que si vraiment il y a des magies noires qui visent justement que personne ne puisse aider, les thérapeutes, ils sont plus là. Hein. Ça arrive aussi. Ah, il faut y aller, hein, il faut aller au charbon quand tu commences. Mais je te dis, il y a des fois des mesures de rétorsion. C'est pour ça que quand même, il est bien d'avoir un petit peu des aides, même extérieures, si ça peut être que des béquilles, je sais. Mais on crache pas dessus quand il y a du retour, hein, de bâton. Hein. Des fois, c'est bien d'avoir de l'aide. Et je pense que là, l'orgueil, faut le mettre de côté. Faut savoir être humble et de se dire, bon, parce que des fois, tu peux attaquer un égrégore. Un égrégore, c'est un groupe d'esprits ténébreux. Derrière un esprit qui est dans une personne, tu peux trouver un égrégore derrière. Et là, crois-moi, tout seul, tu fais pas le poids. Donc, il faut faire appel à des égrégores célestes, lumineux, qui viennent t'aider. Merci. Les chamans, autant que les alchimistes, que les hommes médecine, ne travaillent jamais seuls en vérité. Non, faut jamais. Donc, et puis, c'est contre-coup un petit peu, c'est lever de bouclier lorsque l'on en est confronté dans nos séances ou dans nos rendez-vous. Peuvent venir tout à fait avant la séance, quelques jours avant, quelques heures avant, et puis pendant le soin, pendant la séance. Donc, on a quand même des signaux, on apprend à comprendre ce langage un petit peu des forces, des présages, et puis on a aussi, eh bien, à la fin du soin, que ce soit pour le patient ou pour nous-mêmes, justement, ces mouvements énergétiques qui continuent et qui continuent de nous enseigner, hein, de toute manière. Donc, avant, pendant et après, c'est toujours extrêmement judicieux et c'est normalement tout le temps comme ça que ça doit se passer. Il y a un réel travail de collaboration et d'équipe avec les esprits, les entités, les maîtres, les guides, les forces, les élémentaux qui travaillent avec nous dans ce monde subtil. On n'est jamais seul, jamais, jamais. Ça n'est pas notre ego, ça n'est pas notre moi qui va partir en bataille contre la force obscure, contre l'esprit, pas du tout. On ne fait pas le poids face aux égrégores. Et tout seul, hein, tout seul.
l'autre participant actif reste le libre arbitre et l'âme du patient qui est sur la table. Il est complètement acteur de sa libération, de son dégagement. Nous ne sommes que des médiateurs. Nous faisons des propositions à l'aide des précieux conseils et des forces des esprits, mais ce sera toujours la personne sur la table qui aura le dernier mot d'accepter ou de refuser cette guérison, ce dégagement, ce changement de contrat jusqu'à la dernière minute et voire quelques jours et quelques heures après le soin. Il pourra revenir sur sa parole. Il y a, comment on dit, un délai de ravisement, quelque chose comme ça, qui existe tout à fait. Hein. Se rétracter sur le contrat, de se rétracter. C'est l'autre chose dans laquelle on est, alors je dirais complètement inopérant, c'est le libre arbitre. Parce qu'au bout du compte, même s'il y a un égrégore terrible, etc., si on fait l'appel à un égrégore lumineux, etc., qui travaille, etc., si jamais la personne, finalement, préfère garder cet esprit, c'est-à-dire cette maladie, ce conflit, parce que finalement, il y a des bénéfices secondaires, vous voyez. Tu sais, quand on était gosse, par exemple, on chope une maladie pour pas faire une interro le lendemain. On se retrouve à la maison, on nous donne le bouillon, nous le pauvre chéri, voilà, bénéfice secondaire. Donc, c'est sympa de se choper une bonne grippe au bon moment. Eh bien, il y a ça perdure chez des adultes qui vont garder, qui vont dire bon, rendez-moi un peu cette maladie un peu plus confortable, un peu moins inconfortable, mais surtout ne me l'enlevez pas. Tout à fait. Et qu'on commence à aller au profond et que ça commence à se rebeller, le dernier mot, c'est quand même le patient qui doit faire le choix. Et il va vivre ça comme une mort pour lâcher cette maladie. Mais s'il est prêt et qu'il veut vraiment guérir, alors ça peut guérir. Avec l'aide de Dieu, ça, on peut y arriver. Mais il y a le libre arbitre qui a quand même le dernier mot. Est-ce que ça peut être avec un effet retard, c'est-à-dire que le soin peut rester dans ses énergies et lui, quand il lâche prise, pouf, ça tout à fait, ça peut être vraiment décalé du soin. Tout à fait, ce besoin de recul et d'intégration du soin avant de poser son choix, son libre arbitre peut se faire quelques heures ou quelques jours après le soin, bien évidemment. J'aimerais vous transmettre une dernière question. Alors, je vous laisse y répondre tel que vous le souhaitez. Angèle a besoin d'aide pour se guérir d'hypothyroïdie, pardon. Donc, elle vous remercie pour ce que vous pourrez lui transmettre, puisque là, on n'est pas en consultation privée, on n'est pas en soins. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ce soir? Je te laisse. Alors, merci en tout cas pour cette question. Sans aucune prétention, cette difficulté ou ce déséquilibre au niveau des glandes thyroïdales de ce système thyroïdien a souvent des racines qui sont autres, parce que il existe plusieurs systèmes dans notre corps, dans notre organisme, qui interagissent et cohabitent les uns avec les autres. Et lorsque certains systèmes sont déséquilibrés, eh bien, ça crée justement ces pathologies, ces somatisations, voire même ces maladies. Donc, on pourrait comprendre que déjà dans la localisation du corps, la thyroïdie se trouve au niveau du chakra de la gorge, au niveau des chakras supérieurs. Donc, on va partir du chakra du cœur, de l'espace des poumons, de la gorge, de l'expression de la voix, du verbe, et monter probablement aussi jusque sur le chakra du troisième œil et coronal. Donc, il y a une manifestation d'un déséquilibre au niveau supérieur, mais qui peut avoir des racines dans les chakras inférieurs, puisque ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, ça va être important pour cette personne de réinterroger véritablement sa verticalité, son alignement, et d'essayer de dépister, de ressentir, de pressentir dans quel système, est-ce que c'est le système hormonal, est-ce que c'est le système rénal, est-ce que c'est le pancréas, dans quel espace le déséquilibre se trouve, et d'en comprendre aussi pourquoi est-ce que c'est au niveau des glandes de la thyroïde, c'est elles qui ont accepté de prendre le conflit, de prendre la mémoire et de l'exprimer.
Donc nous, on n'est pas des médecins allopathiques, mais on peut proposer des pistes de réflexion dans ce qui se passe en amont, dans les racines, dans ce qui est énergétique et subtil. Pour y reposer du sens, hein, c'est du sens dont il est question. Moi, je travaille plutôt en énergétique, mais franchement, quand il y a des problèmes au niveau de la gorge, là, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui n'est pas manifesté encore. C'est lié au verbe. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Chansons, discours politiques, philosophie, ou au contraire, moi, je travaille beaucoup avec la voix. Quand j'étais enfant, j'avais toujours des angines, tout le temps. Ça a été mon point faible, la gorge. C'est le chakra conflictuel. Et c'est là où il y a le plus de pouvoir. Voilà. Donc, il faut le savoir, il y a quelque chose à travailler. Après, chaque chaman a son outil pour travailler. Hein. Ça peut être énergétique, occulte, spirituel même. Voilà. C'est important de ne pas avoir peur d'aller chercher justement ces personnes ressources aussi dans le monde plus intuitif, parce qu'ils ont leur contribution dans la guérison à apporter auprès de la personne. Et pour ma part, je pourrais rajouter que dans les expériences que j'ai pu rencontrer de personnes qui pouvaient avoir ce déséquilibre-là, qui pouvaient manifester ça, il y avait aussi un questionnement autour de l'incarnation qui était très profond, très très profond et très inconscient, puisque dans la face exposée, on va dire, on a ce chakra de la gorge qui peut rayonner et se trouver au niveau de cette sphère ORL, mais on a cette face cachée de cet espace-là qui se trouve à la pointe de la colonne vertébrale entre le dos et la pointe du crâne derrière. Donc, il va y avoir la présence des glandes très importantes du cerveau qui sont ici et qui rejoint les dons en devenir à exprimer. Mais c'est aussi la porte d'entrée, l'une des portes d'entrée dans la matière du corps de l'âme. Elle peut passer par cet endroit-là pour s'incarner dans le corps, au niveau derrière. Donc parfois, on va parler du chakra de la gorge, mais on oublie aussi qu'il existe cet espace-là de circulation, cette porte. Il n'y a pas que le chakra de la gorge qui se trouve à cet endroit-là, il y a aussi des lieux de passage qui peuvent être engrammés, qui peuvent être enquistés par des mémoires karmiques, par des mémoires transgénérationnelles qui génèrent des conflits et des déséquilibres dans les systèmes. Donc, en tous les cas, lorsque j'ai pu être amenée à travailler sur ces problématiques-là, très souvent, on en venait à questionner cet endroit-là, en tout cas. De toute façon, elle peut quand même nous contacter. Je ne sais pas si on peut laisser nos coordonnées. Bien sûr, j'ai transmis, j'allais y venir. Hein. Voilà. On fait des soins tous les deux aussi à distance, hein, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas se déplacer. C'est un travail qu'on peut faire et qu'il n'y a pas de problème. Bon, après, c'est une histoire de ressenti, hein, de choses. Il faut savoir quand même que nous, en alchimie, c'est pareil en chamanisme. On nous dit, alors tout ce qui est en bas, il y a le bas et le haut qui n'existent pas dans l'univers. Ce qu'on appelle le haut, c'est ce qui est subtil, voire spirituel. Tout ce qui est en bas, c'est ce qui est dense, lourd, épais, tout ce qui est matériel, physique. Et souvent, on nous montre que des particules boueuses qu'il peut y avoir dans l'eau finissent toujours par tomber au fond du vaisseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le psychisme qu'on peut assimiler à l'eau, hein, s'il y a des conflits, c'est des particules boueuses qui flottent, elles finissent toujours par tomber au fond du vaisseau, c'est-à-dire qu'elles s'incarnent dans le corps. Et le corps est un peu comme un buvard de l'âme. C'est lui le bout de chaîne, le bout de chaîne de tous les conflits que vous n'avez pas résolus, qui partent des conflits les plus spirituels, hein, juste là, manque de foi, etc., etc., les conflits psychiques, mentaux, émotionnels, énergétiques, éthériques, et ça arrive sur le plan physique. Et il faut comprendre que dans les maladies, souvent, très souvent, le corps, c'est un peu, il se sacrifie, hein, quelque part. Il est en bout de chaîne. Et il faut comprendre il prend sur lui tout ce qu'il y a dans le corps peut être un résultat de conflits qui n'ont pas été résolus. Et c'est là-dessus que le chaman va travailler là.
en axiome alchimique qui nous dit la racine de nos corps est en l'air, donc spirituel en haut, hein, et leur chef, leur tête, leur manifestation est en terre. Et en alchimie, comme en chamanisme, avec la médecine universelle, on va travailler sur la racine des conflits, sur leur origine. Parce qu'en allopathie, on va travailler sur la manifestation, et il faut, faut de l'allopathie, parce qu'une fois que c'est dans le corps, c'est dans le corps. Néanmoins, si vous ne travaillez pas sur la racine, il va revenir sous une autre forme. Donc, on va travailler sur l'esprit de la maladie. Et c'est ça qui distingue le chamanisme ou la voie de la médecine universelle en alchimie de l'allopathie. Alors, ce n'est pas une critique, parce que je dis quand même, heureusement qu'il y a de la chirurgie, heureusement qu'il y a des, il y a des médicaments quand ça arrive dans le corps physique. Oui, mais c'est un peu le bout de la chaîne finalement. Quelqu'un qui s'intéresse à la racine n'aura pas besoin peut-être de chirurgie. Sans dénigrer la chirurgie, ça dépend à quelle étape du processus on se trouve quand le problème est voilà. Voilà. Et des fois, le corps, quelque part, se sacrifie pour prendre un conflit que notre âme n'arrive pas à gérer, ne veut pas gérer. Un sacrifice d'amour par amour de l'âme, par amour de Dieu. Par extension, c'est pas tellement le sujet, mais peut-être comme on parle de la nature, est-ce que les animaux de compagnie parfois se sacrifient aussi par rapport à nos conflits à nous? Tout à fait. Ce sont des actes d'amour qu'ils font envers nous, envers notre âme et cette loyauté qu'ils peuvent avoir, bien sûr. Ils prennent Ce sont des maîtres. Ils meurent même pour sauver leur maître. Bien sûr. Mais ça peut aller plus loin. Moi, on avait connu il y avait un homme qui avait toujours eu des problèmes de rotules, donc il s'était fait changer, on lui avait mis des rotules, machin, et après c'était sa voiture qui avait toujours des problèmes de rotules. Et il avait en plus une Audi. Donc il allait, et à chaque fois, il rachetait une nouvelle voiture, les rotules qui pétaient, quoi. C'est complètement dingue. Donc le gars, il n'avait pas résolu quelque chose qui était lié aux rotules, je ne sais pas ce que c'était. Mais le message était clair. Voilà, ça peut aller très loin, effectivement. Ça peut aller très loin, jusque dans la mécanique autour de toi, jusque dans la maison, jusque... Quand on voit pas, c'est quoi? Quand on voit pas la paille, on prend la poutre dans l'œil, c'est un peu ça. En fait, le plan physique est large. Il y a nous, mais ça peut s'engrammer. Par exemple, pour les chamans, les maladies peuvent être des maladies événementielles, les situationnelles, qui se répètent physiquement. On n'a pas compris. On a un conflit, par exemple, de dévalorisation. Tu vas toujours te retrouver avec des gens qui vont te dévaloriser. Des situations physiques, on te dévalorise. Tu vois. Donc, oui, une maladie peut se manifester d'une manière, non pas dans le corps obligatoirement, mais d'une manière situationnelle. Et qui se répète, j'entends. Oui, des schémas répétitifs. Alors, la rencontre s'appelle « Réveiller la médecine universelle en soi ». Alors là, vous allez nous parler comment vous guidez les gens dans ce processus. Qu'est-ce que vous proposez à vivre pour réveiller cette médecine universelle pour chaque personne qui se sent appelée, parce qu'il faut ressentir l'appel. Je te laisse commencer, mon amour. Bon, alors c'est des stages. On va, comme je dis, à chaque fois, on va commencer à travailler sur les conflits de chacun. Et à chaque ténèbre que vous dissolvez en alchimie, une lumière sort, une lumière se libère. Et donc de prendre conscience aux personnes des dons qu'elles possèdent en elles-mêmes. Et c'est ça la médecine, elle commence par les dons. Et pas les dons qu'on aimerait avoir en imitant un tel ou tel machin, ou tel saint, ou tel... Non, les dons que la nature a déposés en nous-mêmes. Et en fait, c'est pour ça que Séverine a beaucoup parlé de courage. J'ai entendu plusieurs fois répéter le mot courage, et elle a raison. Il faut avoir le courage de traverser ces ténèbres. Et ces ténèbres, c'est souvent un conflit qu'on ne veut pas voir, machin, etc. Et des fois, c'est juste des peurs. Des fois, c'est juste une peur. Une peur de vivre son don. Une peur de le manifester. Avec des conflits d'invalidation, par exemple. Ou des conflits d'imposteur, par exemple. Des conflits de dévalorisation. Alors, nous, ce qu'on fait, on développe les choses pour pousser les gens à avoir le courage d'être eux-mêmes. De courage de faire sortir leur lumière d'eux-mêmes et d'arrêter de les retenir, de les ravaler. Si le soleil ravalait sa lumière, il serait un astre ténébreux comme Saturne. Tu comprends ?
Et c'est justement, si on partage pas ces dons parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'est pas digne, parce que ça se fait pas, parce on va nous juger, et le regard des autres, et les machins, et tous les films qu'on se fait, on ravale sa lumière. Et alors, elle va se manifester en conflit. Elle se retourne contre nous. Elle se retourne contre nous. Et des fois, c'est juste des dons qu'on n'a pas mis en lumière, qu'on n'a pas voulu manifester, partager avec les autres. Ces dons se retournent contre nous et deviennent des maladies, des conflits épouvantables. J'ai connu des magnétiseurs qui, quand, par exemple, dans une période de leur vie, ils n'étaient plus en activité, ils brûlaient, de prendre des bains glacés, par exemple. Tout à fait. C'est une manifestation qu'on peut observer. Ah moi j'en ai connu, hein, moi aussi. Quand je magnétise pas, je suis furieux. Hein. Il faut le laisser nuit, travailler. Je suis comme ça sur le lit, il faut magnétiser. Bien sûr. On crée ces espaces-là où les personnes peuvent déposer des moments de vie, peuvent déposer des souffrances, peuvent déposer des conflits, peuvent réinterroger des contrats, peuvent s'approcher d'une perspective de changement de destin, pourquoi pas. Il y a énormément de choses. On est vraiment dans cette impulsion de créer des espaces pour permettre aux personnes qui viennent nous rencontrer en affinité, en résonance, en synchronicité, d'œuvrer véritablement dans leur processus d'éveil, de guérison. On se positionne vraiment comme des accompagnants, on se met à la disposition des personnes qui viennent nous rencontrer, tout à fait humblement et en reliance avec les esprits qui voudront bien apporter leur aide à cette personne-là et contribuer justement à l'équilibre du monde, de l'humanité. Ce sont des stages où il y a une alternance, il y a quand même des enseignants, on en parle sur la médecine, mais c'est aussi des stages où on fait beaucoup de rituels, puisqu'on travaille avec les esprits. Et les rituels ont pour but de pousser les personnes, d'avoir le courage de laisser briller leur lumière, d'être elles-mêmes. Et je pense que c'est là la médecine. La médecine, tant qu'on a des dons contrariés, on a des pathologies, on a des problèmes. Et le fait d'accepter, il n'y a pas plus grand courage que d'être soi-même, de laisser briller sa lumière, rayonner. Et je pense que c'est la voie de la médecine. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire à travers différentes formes. D'abord, on met un chaman, c'est un intermédiaire, c'est un passeur, donc un passeur entre le monde des esprits, qui est un monde vivant, tout est vivant en esprit, avec les personnes qui sont là. On est donc des intermédiaires, on travaille avec des rituels, avec des choses qui permettent tout le monde, voilà, avec le tambour, tout ça, mais aussi de manière à ce que tous ces esprits aident la personne à s'accepter elle-même, à rayonner, à oser être soi-même. Et avoir le courage. Il faut un énorme courage pour être soi-même. Il n'y a pas plus grand courage. C'est plus facile de vouloir être comme les autres, de vouloir être un héros, d'être un super, comme Jason Bourne, voilà, un mec qui fracasse tout le monde, comme ça, pas d'émotion. Peut-être qu'on prend des exemples extérieurs parce que c'est un territoire inconnu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas cette part de soi, et du coup, on cherche à l'extérieur tant qu'on ne s'est pas rencontré. On la connaît pas parce qu'on en a peur. On l'a oubliée simplement, mais on la connaît très bien, et c'est justement parce qu'on la connaît bien qu'on a oublié. Il faut se rappeler, il faut se souvenir. La lumière du monde, comme dit Saint Jean, c'est la vie des hommes. Donc c'est ça la guérison. Hein. C'est une lumière vive. Et il nous dit c'est la vérité. Donc c'est vrai que dans ces stages, que ce soit en chamanisme ou quoi, les rituels sont quelque chose d'initiatique et qui nous permettent d'être comme on est en vérité et pas comme on aimerait ou comme on croirait ou comme on arrête de fuir et de se raconter des histoires. Et c'est pour ça qu'il faut du courage. Mais c'est ce courage est une histoire d'amour, hein. Parce que tant qu'on se déteste, tant qu'on a peur de soi, ça veut dire qu'on s'aime pas. Il faut avoir le courage de s'aimer et de s'accepter comme on est, et ensuite de partager les bonnes choses qui sont en nous, refoulées, mis dans les ténèbres. L'histoire ne s'arrête pas à soi. Pardon ? L'histoire ne s'arrête pas à soi. Ah oui. C'est la voie de la médecine, hein, la vraie voie. Il faut rencontrer l'altérité, il faut rencontrer le monde. Sans amour, il n'y a pas le courage. Le vrai courage, c'est l'amour. Si tu fais pas les choses par amour, tu pourras être courageux avec un mental d'acier, tu seras comme Jason Bourne, un bon tueur en série, un bon tueur professionnel, pour
cartel, efficace, etc. Mais réellement, le vrai courage, c'est d'oser être soi-même et c'est d'y aller avec son cœur, vraiment avec son cœur. Et c'est ça les initiations, parce que la vraie médecine se trouve là. Quand on ouvre le cœur, la médecine arrive. Très souvent, les personnes qui s'inscrivent à nos événements, qui viennent à notre rencontre, que ce soit en soins, que ce soit en séminaire, ils ont déjà fait au moins 50% du travail en arrivant jusqu'au premier jour, à la première heure de la retraite. Ils ont déjà traversé au moins la moitié de l'initiation. Oui, l'initiation est toujours en 3 temps. Quelle qu'elle soit, hein. Moi j'ai vu ça même des fois en Amazonie avec les plantes et tout. Ça, avant. T'as le gardien du seuil qui va dire oh, mais tu n'y penses pas, mais qu'est-ce que tu vas faire, mais tu as autre chose à faire, et puis c'est ces gens, et puis c'est ceci, et puis c'est cela, et tu vas voir, et puis machin, et tatati. Bon, on traverse ça. Donc là, déjà, le gardien du seuil a fait déjà la première partie de l'initiation. Après, on va dans... Alors là, c'est le mystère. L'initiation est unique. On ne peut pas la prévoir à l'avance. On ne peut pas dire je vais prendre mes dispositions, il va se passer ci, il va se passer ça, je vais prendre une toile cirée, un parapluie. Non, que dalle. Ça te prend, tu ne sais pas du tout de quoi, quelle chose. Là, c'est le mystère. The initiation. Et ensuite, il y a l'intégration. Et là, c'est la voie longue en alchimie. L'intégration la convalescence. De ce qu'on a vécu d'une manière intense, de ce qu'on a réussi à traverser. Après, il faut l'intégrer dans la vie de tous les jours, dans les actes, pour que le verbe devienne chair et que la médecine descende jusqu'en bas, dans la matière. Alors, où est-ce qu'on peut vous rencontrer cet été? Puisque, en plus, Séverine a traversé la moitié, voire plus de la Terre. Vous êtes réunis pour opérer justement cette transmutation. À qui vient à vous? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, donc vous pouvez nous contacter de suite quand vous voulez sur le site alchimie.net ou au cœur de soi NC. Il y aura donc 2 séminaires qui vont se passer dans les Alpes de Haute-Provence, à Melve, au-dessus de Sisteron, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Donc, on aura une formation au magnétisme humain et puis la voie des sens cachés. On va travailler sur les hauts lieux. Ensuite, on aura un séminaire. Alors, on sera accompagné avec Nathalie Limoges, qui est une grande spagériste qui travaille en spagérie avec les plantes. Et là, on va faire les 3 feux du vivant au-dessus de Montpellier. Voilà, donc le 7 et le 9 août. Ensuite, nous irons faire un séminaire d'alchimie spirituelle et chamanisme sur la médecine universelle. Ah ben là, on est en plein dedans, c'était le sujet de ce soir. Donc ça sera à Rieucazé, donc dans les Pyrénées. Ensuite, la médecine de l'eau. Là, Séverine va vous initier, et je serai là aussi pour les rituels avec la médecine de l'eau. Il y a une piscine, c'est encore à Rieucazé avec de l'eau naturelle. Et ensuite, je crois qu'on va descendre un peu. Voilà. Il y a l'alchimie spirituelle qui aura lieu là encore au-dessus de Montpellier, il me semble, c'est ça, le 4 et le 6 septembre. Voilà, je vous invite à venir sur calendrier, sur le site d'Alchimie, vous allez voir tout en détail. Il y a les liens d'inscription, vous cliquez dessus, vous verrez les détails, les dates. Avertissez-nous quand même un peu à l'avance parce que ce sont des stages, le nombre de personnes est limité pour avoir une qualité quand même pour les rituels, pour les soins, il faut que tout le monde, on sera donc les places sont limitées. Donc je vous invite, il reste encore quelques places à vous manifester. Eh bien, beau programme estival en perspective. Il y avait une question de Sophie, mais j'attendais plus d'informations. Si vous comprenez, on peut peut-être y répondre directement. Les rituels sont-ils écrits et s'apprennent-ils par cœur? Non. Alors... C'est important d'y répondre. Travailler toujours avec la nature, c'est-à-dire quelque chose qui est en affinité avec vous. Ne vous forcez pas à apprendre des trucs tout faits. Alors, il est évident qu'il y a des choses qu'on peut apprendre par cœur quand il y a des prières qu'on veut faire. Si on a un rituel avec une prière, mais prenez la prière qui vous parle le mieux, qui est adaptée.
Hein. C'est pareil avec vous pouvez prendre des photos de saints, des statuettes. Alors, ça peut être Saint-Michel, par exemple, si vous avez affaire à comment on appelle ça, à l'exorcisme. Vous allez mettre un Saint-Michel, quelque chose un peu guerrier, un peu warrior, tu vois, voilà. Un Padre Pio. Un Padre Pio. Alors, un saint aussi qui a vécu, qui a incarné dans sa vie, qui a guéri beaucoup de personnes. Vous pouvez travailler avec d'autres personnages qui sont peut-être pas d'une autre religion. Ça a aucune importance du moment que c'est lumineux, que c'est céleste et que ça a montré ses preuves. Voilà. Bien sûr qu'il y a des prières, c'est bien de les savoir par cœur. Si vous avez des prières qui vous conviennent. Mais au-delà de ça, il faut faire très attention aux protocoles que l'on pourrait mettre en place lors de soins, etc. Puisque il faut rester dans le mouvement, il faut rester dans l'impermanence et l'inconnu, finalement, dans la guérison, dans le soin, dans le mystère, le grand mystère. Si vous vous accrochez, vous vous attachez, vous vous identifiez à un protocole, à une structure, vous prenez le risque de vous mettre en danger et de mettre votre patient en danger. C'est important de pouvoir être à l'écoute de l'affinité, de la guidance du moment présent. Et d'autant plus que si vous pratiquez le même rituel pendant un certain temps, que vous l'appliquez encore et encore et encore pour de multitudes des situations, les esprits vont s'habituer, vont connaître votre méthodologie, votre manière de travailler, et ils vous auront sur ça parce qu'ils vont développer des stratégies qui vont être de plus en plus aiguisées. Donc faites attention lorsque vous enquistez dans une habitude et dans un protocole qui peut être anticipé, qui peut être contrecarré, qui peut être déformé par anticipation. Il faut rester dans l'inattendu, il faut rester dans la guidance de la médecine universelle et pas du protocole. Le protocole n'est qu'un... Je suis d'accord avec ça. C'est vraiment le côté qui distingue d'ailleurs vraiment la voie de la médecine et du chamanisme. En alchimie ou dans le chamanisme et médecine man, rien n'est acquis. Le gars, il dit, voilà, moi, je connais les méridiens par cœur, j'ai mes chakras, j'ai ceci, j'applique le protocole à chaque fois pour tel machin, j'ai un dictionnaire de maladies. C'est tout le temps pareil, c'est systématique, j'ai les couleurs, ça correspond. C'est faux. Chaque personne est unique. Chaque cas est unique. Et chacun peut même somatiser différemment les choses. Et donc, c'est pour ça qu'on peut des fois se faire emprisonner par un protocole. Et ça, c'est quand notre mental nous rattrape. Parce que nous, on aimerait avoir un protocole avec des grilles, des machins, c'est carré, c'est machin, systématiquement. Mais c'est rassurant, quoi. Alors que non, chaque personne est unique. C'est la vie. C'est la vie. Il n'y a rien de rassurant. Sclérosant, en vrai. C'est plus sclérosant. Quand on pense que c'est rassurant, c'est parce qu'il n'y a pas eu cet abandon pour... pas oublier. C'est la vie qui nous initie. Donc, on s'adapte à la vie et sinon de vivre. Et donc, rien n'est acquis. Et presque, moi, je dirais, quelque part, j'ose dire, des fois, c'est comme chaque soin, c'est comme si c'était la première fois. C'est un nouveau cas. Sûr. Un nouveau cas. C'est un nouveau cas à chaque fois. C'est comme c'est finalement une vulnérabilité de vouloir s'attacher à une forme. Ça peut le devenir. Il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle, de jeter le bébé et l'enfant du bain. C'est pas du tout ce qu'on dit. Il faut bien partir de quelque part, mais ça ne durera pas toute la séance. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il n'y a rien de rassurant dans un soin, dans une démarche de guérison et d'éveil. Il n'y a absolument rien de rassurant dans un éveil. Et en fait, je pense que le but du chaman, c'est de devenir, alors nous on appelle ça la cabale hermétique, de devenir un caballeros, c'est-à-dire de chevaucher l'onde vide, qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps en perpétuel changement, qui est tout le temps accepter de chevaucher cette onde. Et c'est quelque chose qui est, voilà, c'est pas prêt, voilà, c'est là, je suis pas avec mes machins, mes grilles, mes trucs. Voilà, on peut s'aider avec des rituels. Moi, j'ai ma prière, j'ai mes choses, mais je sais qu'à chaque fois, je me retrouvais devant un cas nouveau. S'il y a du confort, s'il y a du facile, s'il y a du prévu, c'est que vous n'êtes pas dans la guérison. C'est pas ça. C'est que vous êtes au mauvais endroit. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas à l'endroit que vous pensez être. Plutôt à côté, autour.
Je peux me permettre de répondre à un commentaire de Marie? Bien sûr. Oui, j'allais y venir. Voilà, y a-t-il un minimum requis? Ah, c'est-à-dire des prérequis pour participer à vos stages ou c'est ouvert à tous? Bac +3 en chamanisme et +4 en alchimie. Et ramenez votre diplôme. Exigé, hein, avec diplôme. Non, non, vous venez, comme vous êtes. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a aucun prérequis. Vous venez avec votre affinité, vous venez avec votre résonance et vous laissez le mystère agir. Merveilleux. En tout cas, vos parcours réunis sont vraiment très riches d'enseignements vivants. Et c'est toute la distinction, puisque là, on n'est pas on n'est pas là pour vous bourrer le mental d'informations et de connaissances, mais vraiment d'incarner cette médecine universelle et votre lumière, finalement, la révéler et l'incarner vraiment. Puisque ça me fait penser à la spiritualité. Beaucoup en parlent comme d'une discipline, hein, ou d'un hobby. Alors qu'en fait, c'est la vie. Ça me fait penser à ça. C'est exactement ça. C'est une discipline qui se vit. Je voudrais ajouter, alors oui, il y avait un Angèle qui avait le problème de thyroïde qui vous transmet. Merci, très éclairant et motivant pour moi. Gratitude, au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Oui, avec plaisir, Angèle. Mais vraiment, ce n'était qu'une très petite piste, hein. Les informations qu'on a pu partager à ce sujet-là sont très infimes quant à tout le sens qui réside dans sa pathologie. Donc vraiment, c'est une grande invitation pour elle à continuer d'aller explorer ces espaces subtils pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Angèle, je ne sais pas si vous êtes de la famille de Philippe ou Jean-Philippe Marcoux, qui donnait des soins qui donnait des formations justement de soins, voilà, que j'ai connu à une époque en 2099. Voilà, c'est juste pour savoir. Si c'est le cas, vous lui direz bonjour de ma part. En tout cas, Sophie dit, c'est vrai que vous matchez bien tous les deux ensemble, je trouve. Merci. Merci Sophie. C'était vraiment un réel plaisir de partager ce moment avec vous tous. Merci pour vos questions en direct et puis profitez du replay aussi qui va vous parvenir. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous parler, bien sûr, c'est un événement qui a lieu à la fin d'année. Pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre en présentiel, par exemple, vous rencontrer par rapport à vos activités de cet été, ou bien même, de toute façon, il s'agit d'un programme qui est encore complémentaire, puisque là, on parle de naître à l'âge d'or, c'est-à-dire comment traverser ce grand passage à l'ère du Verseau. Et c'est un parcours initiatique en ligne auquel vous nous invitez, qu'on va vivre ensemble en novembre et décembre. Et je vous en parle aujourd'hui parce que, il y a un prix réduit pendant la prévente qui a lieu jusqu'au 31 juillet. Donc, je vous laisse le lien. Naître à l'âge d'or. Donc, ça va vraiment être inspiré aussi du grand œuvre alchimique et des souffles chamaniques. Peut-être tu pourrais nous expliquer c'est quoi les souffles chamaniques, Séverine? Oui, bien sûr, c'est un événement que nous avons ressenti, que nous avons eu en connexion intuitive de créer ce parcours avec en partenariat avec toi, Estelle. C'est quelque chose qui vient avec l'air du temps, avec les forces qui sont agissantes actuellement et que tout le monde sent bien passer, je dirais, et qui a vraiment pour envie d'être dans ce dévoilement justement des forces qui apparaît, qui se dévoilent de plus en plus aux consciences et de proposer des espaces de rencontres intérieures, des outils aussi de travail, justement pour rendre ce passage d'air un petit peu moins inconfortable, un petit peu moins long, pénible et ruineux, bien qu'il sera quand même malgré tous nos efforts. Et c'est un parcours qui est complètement inédit. C'est la première fois que Pascal et moi, nous allons proposer ça. Oui, parce que, bon, au-delà du travail uniquement individuel, il y a une médecine universelle qui est en train d'arriver en ce moment. Nous changeons d'air. Nous passons de l'âge de fer à l'âge d'or. Et cela se fait par le biais de l'entrée dans l'ère du Verseau. Ce passage est très important parce que c'est la fin d'une civilisation
Et c'est donc toute une civilisation, et quand je parle de civilisation, je parle de toute une conscience collective qui a été forgée depuis des années, avec des réflexes qu'on nous appelle l'ego, qui étaient basés sur le développement de l'ego. Et là, nous passons sur une nouvelle ère, avec un changement radical. Et du coup, comme tous les changements, c'est une forme de médecine, pour pouvoir évoluer, on fait mourir le passé, l'ancien, avec les vieux clichés, les vieilles valeurs, les machins, même qui étaient nobles, etc., qui étaient très bien à une époque. On change complètement de paradigme. Et du coup, il y a de grandes dissolutions, il y a, ça peut être aussi des grandes dépressions collectives, de la folie ou des choses, parce que tout s'écroule, parce qu'on ne peut plus s'accrocher à rien et que machin. Et les gens paniquent parce qu'on est relié à la conscience collective, nous en tant qu'individus. Alors, il faut savoir qu'en alchimie, au fur et à mesure que les dissolutions arrivent, que l'on détruit l'ancien, et qui se désagrège. Alors, il y a les fumées toxiques, etc., toutes les choses un peu ténébreuses qui sont décrites d'ailleurs dans l'Apocalypse de Saint Jean. Eh bien, au fur et à mesure que ces choses se détruisent, la lumière qui était enfermée à l'intérieur commence à monter et s'élever à la surface. Et nous sommes dans une période où en même temps, il y a des épreuves terribles psychiques et collectives que l'on ressent, des fois inconsciemment, et en même temps, il y a énormément de lumière qui se déverse. C'est-à-dire, moi, je vois des gens qui ont des dons qui arrivent, les dons, ils ouvrent les vannes en haut dans le ciel, dans le cosmos, parce que c'est cosmique, hein, c'est pas, alors là, je veux dire, l'être humain peut toujours s'y opposer, hein, je veux dire, c'est cosmique. Donc ça arrive, ça se déverse, et ceux qui acceptent de prendre le mouvement au lieu de s'y opposer, certes, vont passer par les dissolutions, il va y avoir il faut du courage, mais en même temps, vont avoir des dons qui vont arriver. Moi, je me rappelle, dans les années 80, des fois, on voyait des gens qui avaient passé toute leur vie dans un monastère à prier, à machin, à jeûner, à faire ceci, cela. Et tu le voyais au bout de 40 ans, tu allais les voir, ils avaient un petit peu de sagesse. Oui, et la vie, voilà. Le mec, c'est 40 ans pour ça. Maintenant, il y a des gens, là, ils ont un petit coup de burn-out et hop, ils ont des dons de clairvoyance qui arrivent, ils ont des machins, ils ont des trucs. Les vannes sont ouvertes. Avant, les gens galéraient comme ça sur des vies pour développer un petit don. Maintenant, ça s'ouvre. Et comme je disais, ces énergies, si elles ne se manifestent pas, si on ne les accepte pas en lumière, on refuse cette lumière qui vient, qui est en train de passer, elles vont se transformer en ténèbres. Et voilà, les conflits. Donc, comment faire pour que ces énergies qui sont très déstabilisantes se transforment, vont être pour certains des catastrophes, calamités, et peuvent devenir de la lumière. Et ça, c'est ce passage sur lequel on va faire travailler les personnes, pour qu'elles puissent bénéficier de cette vague cosmique. Parce que nous ne sommes pas isolés, contrairement à ce qu'on croit, on est reliés d'abord à la collectivité, à la conscience collective, à la civilisation, mais aussi à l'univers tout entier. Merci. C'est quelque chose de naturel. C'est naturel et souvent par automatisme, eh bien, on nage à contre-courant. Et grâce à vous, déjà, on comprend ce qui se passe dans l'ensemble et on va pouvoir déjà mettre vibratoirement, puisqu'il y a des pratiques en fait, se mettre dans le bain pour modifier tout ça, pour pouvoir mettre plus de fluidité et suivre le sens de ces courants cosmiques. Parce que finalement, ce changement aura lieu, comme tu disais, avec ou sans nous, mais ça peut être plus fluide et ça peut être plus rapide, voilà, si on est accompagné aussi. Et puis, tous ensemble, c'est de cette manière qu'on va pouvoir faire incarner cette nouvelle Terre, parce que la nouvelle Terre, c'est pas une autre planète, c'est pas non plus quelque chose qui va venir de l'extérieur comme un pain chaud qui sort du four. En fait, c'est avec l'éveil de... Oui, parce qu'il y a encore des personnes qui attendent vraiment le coup de baguette magique extérieure. C'est important qu'on comprenne tous, pour ceux qui n'avaient pas encore saisi, que cette Terre promise dont on parle, l'âge d'or, l'ère du Verseau, il s'installe sur Terre à mesure de l'éveil de chacun. Donc, il s'accouche, il se vit comme un accouchement. C'est très beau, ouais. C'est une lumière qui s'incarne, qui descend et qui va se partager collectivement. Donc maintenant, on va plus œuvrer pour le seul développement de l'ego, peut-être le top one, le best of, the seul, the only, mais pour la collectivité, pour les autres. Et comme ça, la lumière qui est à l'intérieur va pouvoir sortir et rayonner. Et je pense que ce stage va nous apprendre à chevaucher l'onde. Mais là, c'est une onde cosmique qui vient. Attention. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Tous les pouvoirs que des vieux moines développés pendant des années, oui, c'est la vie, comme ça, dans 40 ans, vont pouvoir les trouver là maintenant, rapidement, parce que ça vient du ciel, c'est là. Merveilleux. Chevaucher l'onde, j'adore.
Moi, je vous remercie. Je vois l'heure passer. Bon, on était en bonne compagnie, donc on ne voit plus l'heure. Mais je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Et merci à vous deux Merci. pour cette magnifique transmission. Merci à toi, Estelle, de l'avoir permis. Et puis au plaisir, donc, pour ceux qui peuvent vous rejoindre cet été. Et je vous dis donc à très bientôt. Passez un bel été. Et puis, merci à tous. Merci à tous. Merci Merci à Estelle. tous. Au revoir.